tous, merci à vous de nous rejoindre pour cette dernière quotidienne de la semaine. Au programme de votre émission, aujourd'hui nous commencerons avec Jimmy Waimo dans ses sports. Il nous parle du pôle espoir de handball qui effectuera prochainement son premier déplacement pour une compétition. Puis avec Anna, on s'occupe de vous, on reviendra sur la journée diabète, on s'intéressera plus particulièrement à l'alimentation. Et en fin d'émission avec Mara dans la science et nous, on s'intéresse à la toxicité des emballages plastiques et aux solutions alternatives. Mais avant, place à l'invité du jour. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Franck Tawa. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre de l'association Oukéinémel. Alors dans un premier temps, qu'est-ce que ça veut dire Oukéinémel? Oukéinémel, ça veut dire bouquet, racine de la vie. D'accord. Et donc qu'est-ce que c'est que cette association? Elle a été créée dans quel but? Depuis quand et par qui? C'est une association culturelle. En fait, l'association a été créée sur une demande du grand chef Pierre Zéoula et les 4 dignitaires de Gaïcha. C'est justement pour promouvoir le côté culturel du district. Et donc dedans, on prône justement les inventaires et aussi la transmission de tout savoir-faire au niveau artistique, que ce soit à main, que ce soit chant, danse, les cantines et tout. Et après, la transmission, surtout la transmission vers les jeunes, c'est pour ça qu'on organise des espaces culturels justement pour promouvoir ce qu'on a acquis et donné après. D'accord, donc transmission culturelle, transmission des savoir-faire. Des savoir-faire. D'accord, et des savoirs aussi. D'accord, et donc cette association, elle a été créée quand exactement? Elle a été créée en 2002. Et qui compose l'association? Qui est le président, par exemple? Le président, c'est M. Alexandre Zéoula. D'accord. Il est de la grande chefferie de Gaïcha. Il y a Edou Ouamaï qui est le directeur logistique de tout ce qui est programmation, animation culturelle de l'association. Et après, on a M. Zango Patrice qui est le secrétaire de l'association. Et après, tous les membres et ce qui constitue, c'est un peu partout de Gaïcha, de Juanono, de Hapicha, de Il y a aussi des bénévoles. Il y a beaucoup de bénévoles. Beaucoup de bénévoles, hein, c'est souvent ça le travail associatif. Alors, une de vos missions, justement, dans le but de cette transmission, de ce partage, c'est de créer également des événements. Et donc, c'est vous qui êtes à l'origine du festival Fest Mela Music. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'histoire de ce festival? Le festival Fest Music, pardon, c'est pour fédérer tous les peuples de la Mélanésie, en faire un État fédéré et aussi avoir cette fierté d'appartenance surtout parce qu'on ne crée pas de barrières dans ce qui est espace culturel au niveau de la musique. Donc Fest-Mela favorise justement ça et aussi dans les enjeux politiques par rapport à nos visions culturelles et philosophiques que mène cette association-là. D'accord. Donc c'est un rendez-vous annuel qui existe depuis 2005, si je ne me trompe pas. 2005, ça fait nos 10 ans là, cette année. D'accord. Et donc cette année, c'est la 10e édition qui va donc durer 2 jours. Donc le vendredi 4 décembre, à cette occasion, donc, il y a des invités régionaux, on l'a dit, hein, puisque le but c'est de réunir les artistes de la Mélanésie, d'Océanie, et puis également des artistes internationaux, notamment 2 artistes qui sont originaires d'Afrique du Sud, enfin 2 artistes généraux, ce sont des groupes, il y a Lucky Dubé's Band et Sista Fumi. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de ces artistes? Lucky Dubé's Band, c'est le groupe de Lucky Dubé, donc Lucky Dubé on le connaît, bon, il nous a quitté, malheureusement on n'a plus besoin de le présenter, non, mais sa legacy elle est continuée par ces groupes-là. Et Sister Fumi qui faisait partie, l'une des choristes à Lucky Dubé à l'époque, donc elle est partie de son côté, maintenant elle rejoint la famille, c'est pour ça qu'on dit Lucky Dubé's Band Family en fin de compte, qui viennent parce qu'on prône des valeurs communes entre l'association Oukéinémel et les musiciens d'Afrique du Sud. Alors Lucky Dubé's Band Family, c'est la 2e fois qu'ils reviennent sur le territoire, la dernière fois c'était quand? C'était en 2012. Et ils reviennent avec plaisir? Toujours. Ils sont contents de revenir en Calédonie? Oui, ils sont très très contents. D'ailleurs, on a des projets avec eux pour des ateliers, pour aider aussi les musiciens d'ici, pour
acquérir des niveaux artistiques. Bon, c'est des projets qu'on a mis ensemble, c'est parce qu'on a envie de travailler ensemble. D'accord. Donc on le disait, c'est un événement qui va durer sur 2 jours, donc les vendredis 4 décembre et samedi 5 décembre. Voilà. Donc le 4 décembre, on l'a dit, ce sera uniquement les artistes internationaux à l'Arène du Sud à Païta. Et le 5 décembre, ils iront donc à Lifou avec tous les artistes internationaux, régionaux et locaux. Où est-ce que ça se passera exactement? C'est sur le site de Ouagaden, c'est à Djoulou, au district de Gaïcha. D'accord. Donc on l'a dit, ce sera avec des artistes régionaux. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces artistes régionaux là, qui viennent de Mélanésie? De la Mélanésie, ça va être représenté par Vanessa Kouaï, qu'on ne présente plus non plus. Et DMP aussi, des îles Salomon. DMP qu'on ne présente plus maintenant aussi, parce qu'ils ont beaucoup de succès ici, qui viennent donc des Salomon. Alors il y aura bien sûr des artistes locaux. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, on en a quelques artistes locaux, là, comme Tchatchen, Jamas, Kirikich, Mechem, Gayoulage, qui sont aussi des groupes phares ici en Calédonie. Donc ils sont aussi sur scène dans ce temps-là. Et il y a aussi d'autres, je veux dire, d'autres représentations comme chorales et aussi des danses issues originelles de la tribu de Djoulou, de Wedjoumel, qui dansera le bois, et Djoulou le djoui. Et à part tout cela, il y a toute l'organisation, restauration, exposition, il y a aussi... Alors oui, il y a d'autres animations, en dehors des concerts bien sûr, il y aura d'autres animations qui seront prévues. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement? À cette occasion-là, ça va être le premier, comme je disais, sur le show programme de Fesmela, ça va être le spectacle des enfants. Donc au lieu de faire la veille du spectacle qu'on faisait toujours avant, maintenant les enfants vont être au cœur du show. Ça veut dire qu'ils vont présenter leur spectacle de fin d'année. Ce sont des scolaires ou... Ce sont des scolaires. C'est de maternelle jusqu'en CM2. Et ils présenteront aussi leur spectacle devant les 2000 personnes qu'il y aura, ou 3000. Alors justement, vous recevez, il y a beaucoup de gens qui viennent à chaque fois. Combien de gens vous attendez? Nous, on a toujours enregistré 2000 à 3000 personnes par jour. Mais maintenant, on fait sur 2 jours. Donc voilà, on attend avoir quand même 5000 personnes sur Lifou en tout cas. D'accord. Et il y aura également des stands d'exposition, vous pouvez nous en parler? Oui, comme l'association Kenemel aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est un espace culturel où tous les artisans et les artistes ils viennent exposer. Donc on a convié aussi ce corps-là, les miels, santal, sculpture sur bois, vannerie, couture et florale. D'accord. Justement pour représenter tout le monde dans un même espace et faire le destin commun. C'est un peu ça notre destin commun, c'est le vivre ensemble. C'est à travers des événements, c'est à travers des espaces comme ça. D'accord. Donc là, grâce au Fest Mela Music, l'association va pouvoir récolter des fonds. Dans quel but exactement? Nous, on a pensé à asseoir, comme je disais tout à l'heure, les inventaires, il faut archiver quelque part. Donc nous, on prévoit aussi de créer une école culturelle. C'est là où après, les jeunes et les vieux vont venir, ils se réapproprient de leur histoire. Ça veut dire des savoir-faire et après perfectionner la création de l'originel et après transmettre. Mais bon, pour faire tout cela, on a besoin d'un endroit. On a déjà l'endroit, maintenant il faut le fond pour pouvoir faire l'ouvrage. D'accord. Ce travail d'inventaire, de récolte d'informations, il est fait de quelle manière? Surtout par la proximité, aller vers les gens, surtout aller revoir les vieux, parce qu'on a perdu beaucoup avec la modernisation. Et du coup maintenant il y a beaucoup de vieux et vieilles qui sont morts avec le savoir. Donc maintenant on essaie de collecter par-ci par-là et un peu s'inspirer du Pacifique pour pouvoir un peu savoir les ancrages et de là, partir de là, comme je disais tout à l'heure, après pouvoir faire la réconciliation des données et transmettre et puis donner aux jeunes. D'accord. Et ça, c'est un travail que vous effectuez également avec les artistes qui viennent d'Océanie, par exemple, puisque bon, on va dire que ça se ressemble beaucoup dans la culture. Oui, voilà. Comme je disais tout à l'heure, on voulait faire un état fédéré de la Mélanésie, faire la fraternité, parce que
on a beaucoup de points communs au niveau des côtés art, aussi le langage et des trucs comme ça. Et la Mélanésie était un point fort justement pour ce genre d'événement. D'accord, donc ce travail se fait également par exemple dans les résidences artistiques, entre les artistes locaux, les artistes internationaux. D'accord, et donc alors pour résumer, le Fest Mela Music va se dérouler donc sur 2 jours à Lifou et sur 1 jour à Nouméa. Donc le 4 décembre à Nouméa, ce sera uniquement les artistes internationaux, Lucky Dubé Band et Sista Fumi qui viennent donc d'Afrique du Sud. Et vendredi 4 décembre et samedi 5 décembre sur Lifou, où là donc on aura les artistes régionaux le vendredi avec les artistes locaux et les artistes internationaux le samedi, toujours avec les artistes locaux, les animations, les stands d'exposition, etc. Toujours. Si on veut plus d'informations, par exemple sur les tarifs, il y a des prix forfaitaires, j'imagine, si on prend les 2 jours ou 1 jour, où est-ce qu'on peut se renseigner? On a une page Facebook, Ukenemel Gaïcha. Et dedans, on trouvera tous les détails, les informations sur le show du 4 et 5 décembre. D'accord. Ukenemel Gaïcha, la page Facebook. Très bien. Merci beaucoup, Franck Tawa, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Bonjour Jamie, aujourd'hui on va parler de handball et notamment du Pôle Espoir qui va effectuer son premier déplacement. En effet Chloé, bonjour et bonjour à tous. Premier déplacement et première compétition internationale donc pour nos 18 pensionnaires du Pôle Espoir de handball. Nos joueuses seront la vitrine du pays pendant 6 jours du 13 au 27 janvier pour un Interpôle. Elles défendront donc les couleurs du Caillou face aux meilleurs pôles internationaux, métropolitains plutôt. Une grande première pour une structure qui en janvier prochain va célébrer sa première année d'existence, mais d'abord hors de question de mettre la pression sur les jeunes qui pour la plupart effectuent leur premier déplacement en métropole. D'accord, donc ce sera le premier test pour le Pôle Espoir. En effet, une première évaluation pour du travail effectué par Olivia Vaitanaki, l'entraîneur et responsable du pôle. L'ancienne joueuse professionnelle compte bien donner aux jeunes joueuses calédoniennes l'opportunité de connaître et côtoyer le niveau national au cours de ce déplacement donc en métropole, un niveau qu'elle a côtoyé pendant plusieurs années, notamment lorsqu'elle a participé à la montée en National 1 de son club Montargis, avant de revenir au pays justement pour prendre en main la formation en Pôle Espoir. Donc j'ai fait comme elle un Pôle Espoir, donc je leur explique un peu les difficultés que j'ai rencontrées et puis les opportunités qui se sont offertes à moi et puis mon parcours en fait sportif et puis aussi scolaire. Donc, il y a 24 pôles en métropole, en comptant La Réunion et les Antilles. Et justement, on se rencontre au mois de janvier pour faire un peu une détection de toutes les filles qui sont dans les pôles. Voilà le CS Sinov qui occupe actuellement la 4e place du championnat, qui arrive sur les dernières journées des phases allées. Les matchs retour débuteront probablement à la mi-janvier. Contrairement aux autres disciplines, Chloé, le handball calédonien est calqué sur le championnat français. À noter que prochainement, le pays va accueillir les Océaniens de la discipline dans la catégorie des moins de 18 ans. Je vous propose d'écouter les précisions du président de la Ligue calédonienne de handball. C'est la première fois que nous aurons une rencontre avec les filles du Pôle Espoir féminin qui vont donc rencontrer les Samoa et le Vanuatu. Je précise que c'est l'équipe des Samoa américaines. Et ensuite, il y aura donc la sélection de Nouvelle-Calédonie qui rencontrera également donc, lors de ces Océania du 14 au 18 décembre le Vanuatu et les Samoa américaines. Voilà. Tout cela en compétition avec des filles de U18, c'est-à-dire qui sont under 18, comme on dit, donc en dessous de 18 ans. Voilà, alors samedi 14 novembre, le club de Sinov a organisé une journée hommage pour l'une de ses joueuses. En effet, Chloé, ce sera le sujet, le thème du reportage qui va suivre dans quelques instants. La 3e édition du trophée Wemo. Depuis 2013, le club de Central Sport Sinov a spécialement dédicacé son tournoi annuel à Wemo Ujikas. C'est une coéquipière partie brutalement. Il y avait du sandball, du handball. Regardez plutôt ce reportage signé Falaï Wedro. Ok, vous avez compris? On peut tirer partout sauf dans la zone qui est marquée
Aujourd'hui, en fait, on présente le trophée WEMO. C'est notre événement pour clôturer l'année. Donc, durant cette journée, on a proposé une matinée pour les enfants de 5 à 10 ans. Donc, on a proposé qu'ils découvrent le handball. Donc, en fait, c'est le hand sur sable. Vous avez appris ce que c'est que le kung-fu déjà? Oui. Ok. Oui, le kung-fu, ça vaut 2 points. C'est ça qui est important. Tu attrapes, tu marques la balle. Après, il doit... Voilà, en fait, tu joues avec une copine à toi, tu vas lever la balle en l'air. Et elle, tu sautes, elle va attraper en l'air et elle tire. Ça, là, ça vaut 2 points. Okay. Vous savez que le handball, c'est du spectacle. Moi, je veux que vous tirez un peu, pas bêtement, mais avec du style. Tirez en arrière pour marquer un but. Tirez comme ça. Vous avez le droit sur le sable. C'est pas que comme sur l'herbe ou comme dans la salle, d'accord? Je veux que vous vous lâchez. Je veux pas que vous savez déjà tirer, marquer un but. Ça, on sait tous. Je veux que vous donniez un peu du spectacle. Moi, j'aime bien arbitrer les jeunes qui... Du coup, je vais vous motiver pour dire un kung-fu, d'accord? Vas-y. N'oubliez pas de jouer en passe. N'oubliez pas le kung-fu. Viens, Timothée. Toujours en chaussettes. Viens, les filles. N'oubliez pas le kung-fu. C'est la fin du match. Prenez vos chasubles, vous mettez dans les buts. Timothée, tu ramasses les chasubles pour mettre dans les cages. 21. Et vous aussi, vous vous disputez sur le terrain. Ben, ramasse un coup les chasubles là, pour mettre dedans. De ramener les sifflets et les ballons. L'après-midi, ce sera pour les grands de 15 à plus de 18 ans. Et là, ça va être vraiment du handball en salle. Il y aura cette activité-là, mais il y aura aussi le football qui sera proposé sur le terrain sur gazon. Voilà. L'histoire du trophée WEMO, c'est qu'au départ, c'était juste un tournoi que le Central Sport Sinoge proposait. Mais il y a eu 2 ans, on a eu une joueuse qui a disparu, elle s'appelait WEMO. Et en hommage à elle, on a voulu donner ce nom au trophée parce que pour nous, c'était une joueuse qui était présent durant l'événement, durant chaque événement que le club proposait durant les matchs. Donc en fait, elle réunissait aussi les valeurs d'une famille, c'est-à-dire qu'elle était combative sur le terrain, chaleureuse en dehors, amicale en respectant soi-même et aussi en respectant les autres. Donc en fait, ce sont des valeurs que le club, durant beaucoup d'années, a mis en avant. Et c'est pour ça que pour nous, c'était logique qu'on lui donne cet hommage-là et qu'on appelle ce trophée maintenant trophée WEMO. L'objectif de ce tournoi, en fait, c'était de permettre à toute personne de tout horizon et de toute ethnie de se retrouver durant une journée à partager un sport, que ce soit aussi en fonction des âges aussi, que les grands puissent voir les petits jouer, que les petits puissent voir les grands jouer, qui se respectent autour de ce cadre-là. Parce que pour nous, au sein du club, ce genre de respect, c'est ce qui ressort en fait dans la vie de tous les jours. Donc voilà, c'était très important pour nous que tout le monde se rassemble autour de ce thème. Voilà, le respect d'autrui et de soi. Voilà. Le club Synode correspond à la tribu de Juanono. En fait, ce sont les joueuses de la section de cricket qui étaient intéressées par un sport collectif, mais en salle. Donc à partir de 1987, on a créé la section handball. Depuis qu'il y a eu le produit mini handball en 1998, donc là, on a l'école de hand aussi depuis 1998. Donc en fait, c'est quand même une section qui évolue. Le club, on compte à peu près une 50aine de licenciés en comptant l'école de hand. Voilà, il y a 2 équipes de seniors et une équipe cadette. Voilà. On n'a pas eu de problème au niveau de la passation de la présidence, puisque c'est M. Wamalo Emerick qui a pris la présidence. Et donc mes filles, elles sont restées avec la majorité des joueuses qui ont évolué en cadette minime dans les années 90, qui maintenant prennent la responsabilité du club. Pour le club, là, normalement, comme nous, au niveau du championnat, on s'est calé sur le calendrier métropolitain. Donc là, les championnats viennent de commencer en fait. Ils vont commencer au mois de décembre, fin novembre, début décembre. Mais ça va être juste au courant de cette période-là. Après, fin décembre, on a une coupure pour marquer les fêtes. Et après, ça reprendra en mois de février le championnat. Voilà. Et après, au niveau des jeunes, on va toujours essayer à ce que, malgré qu'il y ait des vacances, qu'il y ait toujours d'activités proposées pour que voilà,
le club reste éveillé. La plupart des joueurs sont issus d'autres ethnies et quand ils viennent dans le club, ils s'adaptent, ils acceptent. Enfin, moi, je dirais que c'est plus un club familial, quoi. Les jeunes, ils se connaissent, ils se considèrent comme des frères et sœurs. C'est ce qu'on voulait, que les jeunes, au lieu de rentrer dans la délinquance, qui viennent faire du sport, qui se fassent des amis, qui s'intéressent à la vie quotidienne. Et j'espère que le club Central Sport Cinoche continuera dans cette démarche-là. C'est-à-dire tirer les jeunes des quartiers défavorisés pour les inciter à aimer la vie, que de rentrer dans la délinquance. Les clips en fait représentent, je pense pour moi, c'est qu'ils représentent assez notre pays qui est au jour d'aujourd'hui multiethnique. Donc voilà, lorsqu'un club est ouvert, c'est ouvert à tous parce que ce sont les mêmes valeurs, comme je disais tout à l'heure, qu'on partage. Donc peu importe l'horizon d'où l'on vient, si c'est les mêmes valeurs qu'on partage, on peut aller droit devant. Voilà. Voilà, merci beaucoup Jamie. Merci Chloé et merci à tous de m'avoir suivi. Bonjour Anna, nous allons à Vaud à l'occasion de la journée provinciale du diabète. Alors on en parle souvent dans ta rubrique du diabète, mais c'est un véritable problème de santé publique, hein. Il faut faire attention à son alimentation. Bonjour Chloé, bonjour à tous, c'est vrai. On en parle souvent, mais comme tu dis, problème de société, santé publique. Et c'est pour cela que la DASPS avait mis en place un concours de recettes, de cuisine plutôt, et qui était adressé aussi bien aux particuliers qu'aux scolaires. Tous ceux qui voulaient participer étaient les bienvenus. Et ces recettes ont été rassemblées dans un livret. Et ce livret a été justement présenté lors de cette fameuse journée du diabète. Et puis on se rappelle également de la campagne sur les différents modes de cuisson, et puis l'importance de les alterner, hein, essayer de trouver un équilibre aussi dans notre façon de cuisiner. C'est difficile de trouver un équilibre, hein, puisqu'aujourd'hui, on est toujours pressé. Hein, on ne pense pas spécialement à ce qu'on met dans nos assiettes. Et puis, on choisit ce qui est le plus rapide, le plus simple à faire. Mais ce n'est pas toujours bon pour la santé. Alors, attention au risque de surpoids et au risque de diabète, justement. Parce qu'en parlant de diabète, justement, en Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, il y aurait entre 15 000, voire 20 000 personnes touchées par le diabète. Et on attend une augmentation de 25 à 50% dans les 10 ans qui viennent. C'est pas rien. Et puis, pour rester dans les chiffres, il faut savoir que plus de 50% des diabétiques sont hypertendus également et que 70% des diabétiques décèdent de cause de maladies cardiovasculaires. Bon, raison de plus pour être vigilant sur ce que l'on met dans nos assiettes. Tout à fait. Et moi, je te propose justement d'aller voir un peu ce qui se passait lors de cette journée de diabète et puis découvrir ce fameux livret recettes. On y va et c'est grâce à la caméra d'Aurélie Chiron qui était là-bas sur place pour nous. Dans le cadre de la journée provinciale du diabète que l'on fête chaque année en province Nord, cette année nous avons organisé plusieurs stands, dont le mode de cuisson sain dont je m'occupais avec mes collègues. Nous avons parlé, mais nous avons aussi fait des choses, c'est-à-dire que l'important c'est de varier ces modes de cuisson et de retrouver ou de continuer des modes de cuisson sains, c'est-à-dire la vapeur, la papillote qu'on a l'habitude ici, que ce soit avec la feuille de bananier, feuille de cordyline, feuille de choucanac, de favoriser donc tous ces modes de cuisson qui n'apportent aucune graisse. Ça, c'est un livret de recettes pour faire les recettes à la maison. Voilà, et donc, c'est des recettes qui sont équilibrées. Bonjour. Et il y a des petites astuces. Il y a un four avec du sable qui nous a permis de cuire ce gâteau avec du sable. Après, il y a des petites astuces pour faire cuire. Et après, vous avez plein de recettes qui vont de l'entrée au dessert. Et c'est des recettes équilibrées. De plus en plus, on mange beaucoup à base d'huile, de la graisse. Et dans ce type de rencontre, on diversifie. Après être passé dans ces stands-là, on voit quelle est la différence. Parce que quand on est à la maison, on a toujours l'habitude de le faire, les mêmes façons de le faire cuire.
Fanny, voilà, c'est de la part de la province. On a fait l'an dernier un questionnaire de satisfaction et on avait des propositions des gens pour modifier certaines choses, donc on a tenu compte de ces propositions. Il y avait une demande des gens d'avoir accès à des recettes et du coup cette année on a mis en place dans le cadre de la campagne Mange Mieux un concours de recettes et un concours de cuisine. Et à partir de toutes ces recettes, on a choisi des recettes qui nous semblaient les plus intéressantes pour réaliser un petit livret de cuisine où il y a une trentaine de recettes qui sont dans le livret de cuisine. Un des premiers traitements à mettre en place quand on est diabétique, c'est équilibrer son alimentation, c'est manger équilibré, manger de tout mais selon certaines quantités. Et le but de ce livre de cuisine, c'est de montrer aux gens qu'on peut manger plein de choses de chez soi et manger équilibré puisque à côté de la recette est proposé un menu pour la journée. Nous avons fait cet atelier sur les modes de cuisson pour partager avec les personnes qui sont venues nous voir les différents modes de cuisson sains pour privilégier une bonne santé. En prévention de certaines maladies, diabète, hypertension, goutte. Mais c'est surtout que c'est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les gens qui sont diabétiques ou hypertendus, c'est tout le monde qui peut utiliser ces modes de cuisson qui sont sains pour la santé. Le gros souci, c'est tous ces produits que l'on trouve dans les commerces, toutes nos boissons sucrées. À savoir quand même que sur le territoire, toute fabrication sucrée, que ce soit des boissons ou autre chose, nous avons entre 30 et 35% de sucre en plus que l'Europe. On mange très mal en Calédonie, on mélange beaucoup les féculents, le riz, les ignames, les tarots, tout ça. Et c'est un gros souci à rééduquer la population sur une alimentation saine, surtout équilibrée. Dans les études qui ont été faites, elles ont montré qu'en gros, il y a 10% de diabétiques dans la population du territoire. 10% diabétiques sur 50 000 habitants. Pour la province, ça fait à peu près 5 000 personnes. Il y aurait 5 000 personnes qui seraient diabétiques. Certains se connaissent, savent qu'ils sont diabétiques et malheureusement, une grande majorité ne sait pas qu'elle est diabétique. Et c'est l'objet de ces journées, permettre aux gens de venir profiter d'un dépistage et voir si tout est normal ou pas. Et si c'est pas normal, on les oriente vers un médecin traitant pour qu'il fasse un bilan complet, vérifier si c'est du diabète ou pas. Alors des fois justement quand on est un peu haut, c'est de refaire un peu d'activité. Ça permet du coup d'éliminer aussi plus facilement le sucre. Voilà. J'ai fait un dextro. Le dextro c'est une piqûre, il prélève le sang et c'est une machine qui analyse. C'est plus par prévention et j'en ai vu, oui, j'en ai vu des diabétiques dans ma famille, oui. Et voilà, ils ont souffert, ils ont souffert. J'ai vu leur souffrance, donc moi-même, je me fais dépister et je conseille à tout le monde de se faire dépister. Voilà donc des recettes à essayer chez soi, à la maison. Moi j'aimerais bien essayer le sorbet de manioc. C'est une recette qui est justement dans le livret. Ah c'est très original en tout cas. Est-ce que tu as des infos pratiques à nous transmettre? Oui, 2 numéros. Alors on va commencer par celui de la DASPS qui est le 47 72 30 et aussi celui de l'Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie qu'on peut joindre au 25 07 60 et puis rappeler qu'il y a aussi les dispensaires dans chaque commune. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous renseigner. Le personnel est là pour vous aider. Très bien, merci beaucoup Anna, à bientôt. À bientôt, bon week-end.
Aujourd'hui, je vous propose la recette d'un dessert très apprécié des Calédoniens avec un fruit exotique qu'on aime tant, le gâteau à l'ananas. On regarde. Aujourd'hui, je vais vous préparer un gâteau à l'ananas parfumé à la pomeliane. Donc pour cela, il nous faut un yaourt, soit nature ou parfumé au coco, donc environ 200 grammes. Ensuite, il nous faudra 600 grammes de farine, 400 grammes de sucre, 2 œufs. Dans un premier temps, donc je prends mon yaourt. Là. Donc avec ce petit ramequin, je vais faire la farine. Donc on a dit 600 grammes. Donc ça fait à peu près, on va pas mettre tout à fait, 3 fois ça. 1, 2 fois. Et ce qu'on peut faire, c'est se servir du petit pot de yaourt pour faire notre mesure en fait. Mais là, en l'occurrence, on a pris un ramequin. Le sucre, 200 grammes. Pareil, je me sers toujours de ma mesure. Hop. Donc 2 œufs du jardin. 2 œufs. Bien frais. Ça. Donc ensuite, eh ben, on va tourner tout ça à l'aide d'un mixeur. Donc voilà, bien touiller, bien battre en fait. Bien battre le tout. Et par contre, on mélange bien le tout. Et donc après, on verse l'équivalent aussi du pot de yaourt d'huile. Hein? Donc voilà, on le rajoute à la pâte. Voilà. Et encore remixer pour bien mélanger le tout. Là, la préparation de la pâte est prête. Donc on va passer maintenant à préparer le caramel pour mettre au fond de notre plat à gâteau. Donc, pour faire le caramel que l'on va mettre autour de l'ananas, donc il nous faut du sucre et de l'eau. Donc je prends du sucre que je verse dans ma casserole. Bon, après, on ne mesure pas parce que suivant votre plat, après c'est vous qui déterminez en fait. Hein. Donc du sucre, un petit peu d'eau. Voilà, comme ça. Donc on fait fondre. On attend qu'il brunisse en fait. Donc à feu vif. Hein. Pour la suite, donc on place les ananas. On prend un petit moule qu'on a préalablement mis d'un papier sulfurisé hein, pour éviter que ça colle. Donc on place nos ananas au fond, on les range comme ceci. Après à vous de voir s'il y a des petits trous, de les boucher ou de faire quelque chose de sympa. D'en mettre un au milieu, voilà comme ça. Notre caramel ensuite est remplir un petit peu les ananas. Donc ce qui va le diffuser tout au fond du plat. Parfait. Ok, ensuite comment on va le parfumer avec de la pomeliane, donc des pomelianes fraîches. Hein. Et en fait je remplis mes petits trous des ananas. Et du coup ça va mettre un parfum un peu exotique au gâteau. Donc ensuite une fois les ananas, le caramel posés, avec le fruit de la passion tout sur le fond. Donc on reprend notre préparation de gâteau, c'est-à-dire le yaourt, la farine, le sucre, que l'on met par-dessus, que l'on vide. On remplit le moule. Voilà. Comme ça. Super. Et là, donc, on enfourne pour environ 30 minutes. Ça, c'est suivant, bien sûr, le plat que vous avez choisi. Donc, c'est parti. 30 minutes
à four 200 degrés. Donc voici notre gâteau à l'ananas parfumé aux fruits de la passion terminé. Donc comme vous pouvez le voir, le caramel est bien réparti autour des tranches d'ananas et notre petite pomeliane qui parfume le tout. Donc bon appétit! Salut Mara. Salut Chloé, salut à tous. Chaque année dans le monde, nous produisons des millions de tonnes d'emballages à des fins alimentaires. Même lorsqu'ils sont en carton ou en plastique, ils contiennent tout de même en général du polyéthylène, une résine thermoplastique qui constitue, en tout cas qui est censée constituer une pellicule de protection quand l'emballage est en contact avec son contenu alimentaire. Et à partir de quoi est fabriqué ce plastique à ton avis? À partir de notre cher pétrole, j'imagine. Oui, avec des procédés de fabrication bien polluants. Et oui, et donc on en parlait justement de ces procédés de fabrication la semaine dernière. Et ce qui n'arrange rien, c'est que le plastique rend le recyclage complet des emballages très compliqué. Il y a besoin d'appareils, de technologies qui sont capables de séparer les différents matériaux les uns des autres. Ce n'est donc pas, loin de l'être, le matériau idéal à l'heure actuelle. Et vu l'ampleur du marché des emballages alimentaires dans le monde, les dégâts sur la planète sont loin d'être négligeables. Alors il faut changer la composition des emballages. Pourquoi ils n'utilisent pas des biomatériaux par exemple? Alors il faudrait que les biomatériaux soient aussi efficaces, au moins aussi efficaces que les produits synthétiques et puis surtout pas plus chers, sinon personne ne va les acheter. C'est le défi que le projet européen BioBoard entend relever en proposant un matériau pour les emballages alimentaires plastifiés qui serait issu de sous-produits de l'industrie agroalimentaire elle-même en fait. D'accord, donc oui là effectivement on serait bien dans la démarche d'une économie circulaire, mais à partir de quels sous-produits justement est-ce qu'il pourrait travailler? Alors en fait ce projet donc BioBoard est parti d'un constat, c'est que chaque année près de 25 millions de tonnes de petits laits, donc c'est la partie liquide qui est issue de la coagulation du lait en fait, 65 000 tonnes de jus de fruits déshydratés ou encore 140 000 tonnes de pulpe de pommes de terre séchées sont gaspillées. Donc, les responsables du projet ont décidé d'exploiter ces sous-produits pour fabriquer un nouveau type de revêtement pour emballage, ce qui permettrait à la fois la réutilisation de déchets et le développement d'une nouvelle matière qui serait plus respectueuse de l'environnement. Les détails de la transformation dans ce reportage à la découverte du plastique vert. On regarde. Sono 10 ingredienti. Chaque année, nous produisons des centaines de tonnes de plastique, mais pourrait-on réduire notre dépendance au pétrole et penser à la planète en remplaçant certains plastiques par des produits plus verts dotés des mêmes propriétés? Cet ingrédient, c'est de l'extrait de pommes de terre. Celui-ci, c'est un polymère biodégradable. Et celui-là, il est lourd, c'est de la protéine issue du petit lait. Le petit lait issu de la fabrication de fromage et les autres déchets agricoles constituent de précieuses matières premières pour les nouveaux plastiques biodégradables. Développés dans le cadre du projet de recherche européen, ils servent ensuite à fabriquer des emballages plastifiés comme des boîtes, des briques ou encore des sachets de nourriture. Les granules permettent d'obtenir une pellicule qui est insérée dans cette partie du matériau dotée de plusieurs couches qui comprend aussi du carton et de l'aluminium. Les fibres naturelles se voient à l'œil nu, mais cette méthode peut-elle être utilisée à l'échelle industrielle ?
À Mimizan, en France, cette usine produit des emballages à base de papier combinant différents matériaux. Chaque couche a une fonction protectrice du contenu de l'emballage. Les plastiques qui jouent un rôle de barrière, comme le polyéthylène, sont produits depuis plus de 50 ans. L'entreprise s'intéresse donc aux nouvelles possibilités d'innovation. Ce nouveau matériau est fabriqué à partir de déchets, de protéines et de dérivés de l'agriculture. C'est un matériau durable et complètement renouvelable, contrairement à ceux d'origine fossile. Et c'est la raison pour laquelle cela peut être une alternative viable aux films plastiques à l'avenir. Grâce à la recherche et au développement, le nouveau bioplastique peut encore faire des progrès. Par exemple, il pourrait devenir plus fin, plus adapté à une production industrielle et offrir les mêmes propriétés de protection et de résistance que le plastique. C'est impossible de le casser au point de vue manuel pour moi en tout cas. Il y a certaines propriétés qu'on est encore en cours d'amélioration. Par exemple, tout ce qui est au point de vue du procédé industriel de transformation, où on doit continuer à augmenter les vitesses de fabrication et à améliorer la convertibilité du matériau pour pouvoir le passer sur des machines telles que celles qu'on voit ici. Autre avantage de taille du bioplastique, il simplifie le recyclage. Les matériaux qui composent l'emballage se dissocient plus facilement que pour les emballages classiques et peuvent être transformés de manière plus efficace, comme on le voit dans ce laboratoire de contrôle qualité. On a testé à quel point il était simple de séparer les couches. C'est important de récupérer le polyéthylène, l'aluminium et la plupart des fibres, qui sont très utiles pour produire le carton recyclé. De bonnes capacités de résistance, une fabrication écologique et de larges possibilités de recyclage pourrait bien permettre au bioplastique de se frayer une place dans notre quotidien. Ouais, donc encore des défis techniques à relever, donc, mais des perspectives de développement bien réelles sur le marché des bioplastiques. Et puis en tant qu'emballage alimentaire, ça rassure un peu plus d'avoir quelque chose de plus naturel, non ? Alors ça, malheureusement, ce n'est pas si sûr. Ça reste à voir au niveau sécurité alimentaire ces derniers temps. Les emballages font jaser. Ils soulèvent de plus en plus la méfiance des consommateurs, malgré, on ne peut pas le nier, leur indéniable utilité. C'est sûr. Au banc des accusés, principalement, certaines substances qui se trouvent dans les emballages ou les contenants alimentaires et qui sont dites migrantes, car elles peuvent se déposer sur les aliments. Bah oui, c'est clair que là, les aliments sont en contact direct avec les emballages, donc au final, on n'est pas prêt de manger tranquille, qu'on dirait. Et non, malheureusement, le mois dernier, l'ONG Foodwatch a dévoilé une étude portée sur des centaines de produits alimentaires différents, et les résultats montrent que beaucoup d'emballages alimentaires, même en carton recyclé, seraient source de contamination des aliments en hydrocarbures, huiles minérales et autres dérivés du pétrole, des substances qui sont suspectées d'être cancérigènes, mutagènes et contenant des perturbateurs endocriniens. Génial, que du bonheur. Et ce ne sont pas en plus les seules substances qui seraient potentiellement dangereuses, puisque des milliers de substances ne disposent pas à l'heure actuelle de normes harmonisées. Et la contamination, il faut bien le noter, elle peut s'opérer à tout moment au niveau de la production, du stockage ou du transport. Ça ne vient pas forcément de l'emballage lui-même. Donc un vrai sac de nœuds donc, auquel se sont attaqués les chercheurs du Centre commun de recherche de la Communauté européenne, sécurité alimentaire vers des emballages plus sains. On regarde. La plupart des aliments que nous achetons sont emballés dans du plastique, du métal ou autre. Du coup, ils sont faciles à stocker et à transporter. Mais ces emballages alimentaires sont-ils sains pour la santé ? Comment interagissent les aliments avec les substances chimiques contenues dans les emballages plastiques afin de les rendre plus malléables et avec l'encre utilisée pour l'impression des informations nutritionnelles sur les boîtes en carton? C'est la question que nous avons posée aux scientifiques du Centre commun de recherche de la Commission européenne.
Les emballages sont pleins de matériaux différents. En fait, nous avons des plastiques, nous avons des conserves qui sont en métal recouvert de vernis. Donc nous avons des matériaux qui ne sont pas des aliments et il y a toujours une possibilité que certains composés de ces matériaux puissent migrer, puissent se transférer dans les aliments. Les emballages ne sont pas les seuls concernés. De nombreux produits chimiques présents dans la vaisselle et les ustensiles de cuisine peuvent également se retrouver dans nos aliments. C'est le cas par exemple avec les moules en silicone soumis à des températures élevées pendant la cuisson. Nous profitons de la préparation de cette pâte à gâteau pour mener une expérience. Car pendant que je mélange la pâte, des substances chimiques issues de ce bol en polypropylène migrent vers la préparation. C'est ce que nous allons découvrir plus tard en analysant les gâteaux. Alors, qu'est-ce que ces recherches nous apprennent sur notre alimentation ? Les méthodes et techniques développées ici sont ensuite reprises par les laboratoires de référence des États membres. L'ensemble des pays de l'Union européenne bénéficient donc des mêmes normes en matière de sécurité alimentaire. Les consommateurs européens peuvent ainsi avoir pleinement confiance dans les produits qu'ils consomment et la vaisselle qu'ils utilisent au quotidien. Ces céramiques sont brillantes et colorées. Pourquoi ? Parce que leur peinture contient des sels de métaux. Le plus souvent, on trouve du sel de plomb, du plomb donc, et du cadmium. Ces chercheurs emploient des liquides ou des poudres pour simuler certains aliments et sous certaines conditions, ils sont même capables de prévoir comment les denrées alimentaires se modifient tout au long de leur durée de vie. Comme la recette de la sauce tomate n'est pas identique dans tous les pays, il nous faut utiliser un liquide similaire partout, que ce soit dans un laboratoire au Portugal ou en Pologne, pour mener à bien nos tests en partant tous des mêmes liquides. Chaque expérience permet de dire quelle quantité de produits chimiques a migré des emballages de la vaisselle dans les aliments. Cela dit, pour l'heure, des milliers de substances chimiques ne font l'objet d'aucune norme harmonisée. Les scientifiques ont encore beaucoup de pain sur la planche. On a énormément de travail. On a aussi, c'est un domaine qui est technologiquement très actif et il y a toujours des développements, donc il y a toujours de nouveaux matériaux, des emballages actifs, des emballages nano pour mieux protéger les aliments, mais cela, on doit aussi les étudier. Même chose pour tout ce qui est éco et sustainable. Basé à Ispra, dans le nord de l'Italie, ce laboratoire ne travaille pas uniquement pour l'Europe. Tous ces résultats sont accessibles à tous afin de garantir une vie plus saine au plus grand nombre. D'accord, donc en gros déjà que certains aliments eux-mêmes n'inspirent pas confiance, maintenant les emballages aussi risquent de nous empoisonner. Génial. Oui, bon alors ne vous mettez pas non plus à ne manger uniquement que les quelques tomates de votre jardin parce que ce ne serait pas non plus bon pour la santé. Donc en fait le danger réel d'un emballage pris individuellement est infime, même chose pour le saladier en plastique ou la poêle anti-adhésive. Et c'est justement là tout le débat puisque c'est l'addition et la répétition de tous ces usages qui restent incertaines à l'heure actuelle. D'accord, mais qu'est-ce qu'on peut faire alors à part subir? Il y a des solutions en vue? Alors concernant les emballages, des solutions existent comme l'utilisation d'une barrière entre l'emballage et l'aliment, un sachet intérieur ou une couche protectrice qui serait accolée au carton, mais bien sûr il faudrait que cette barrière soit totalement inoffensive et bien sûr rendue obligatoire par la réglementation européenne. Bon, ne mangez pas le sandwich avec l'emballage en tout cas. Merci beaucoup Mara. Merci à toi Chloé, merci à tous, bon week-end. C'est la fin de cette émission, merci à vous tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet nctv.nc. Je vous souhaite un bon week-end.